C'est bon. Bon, et ben alors on y va. Merci beaucoup pour l'invitation. On va parler ce soir de planification d'expérience. C'est marqué en gros, donc a priori, je pense que c'était plutôt clair. Mais en particulier, on va vraiment se concentrer sur une partie de ce qu'on appellerait en général la planification d'expérience. Et pour être plus précis, on ne va pas parler de la partie qui viendrait en premier lieu à l'esprit, hein. Pourquoi je me concentre sur cette partie spécifique, donc en l'occurrence qui sera ici le test? Eh bien, tout simplement parce que j'avais envisagé cette présentation un petit peu comme une première présentation d'une série de 2 présentations, et que la deuxième s'occuperait de validation. Mais partez pas tout de suite parce que je pense que le test, c'est largement suffisamment intéressant pour nous retenir pendant une bonne heure, voire heure et demie. Donc, on a de belles choses devant nous, ça, il n'y a pas de souci. Et je vois qu'on n'est pas trop nombreux, donc c'est parfait. Je pense qu'on va en profiter pour introduire un petit peu d'interaction. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, peut-être, du coup, je voulais demander donc les 5 personnes qui sont ici, du coup, Valentin, Yannick, Pauline, Soufiane et Karim. euh, Quelle est votre expérience à peu près du machine ou du deep learning jusqu'ici? Quelle a été vos interactions avec, en fait? Depuis combien de temps vous connaissez, etc. Si on peut, n'hésitez pas, si Amal, Karim, Pauline, Soufiane. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ces questions-là. Pas encore. On n'est pas encore arrivé sur ce genre de questions. Ce serait plus intéressant peut-être de laisser commencer les autres plutôt que Valentin ou moi, pour avoir une idée plus globale du vrai niveau d'expérience. Bon, ben, je me lance. Vous m'entendez? Ouais, on entend. Ouais, du coup, moi, c'est Pauline. Je suis du coup en master de data science. Donc, j'ai fait ma première année de data science à l'Université de Lille. Et du coup, on a commencé le machine learning. On a un tout petit peu commencé le deep learning, mais pas tant que ça. Donc, je connais quelques algorithmes et tout ça, mais bon, de ce que tu as l'air de dire, on va voir des choses un peu plus, peut-être un peu plus loin. Donc, j'ai envie de voir un peu comment vous faites voilà, le design, le machin, enfin tout ça, ça peut être intéressant. Donc. Eh bien, on va voir. J'espère que ce sera à ton goût, mais en tout cas, je ne doute pas que ce sera adapté à ton niveau. Ça, il n'y a pas de souci. C'est typiquement ce genre de profil donc, qui a déjà un petit peu interagi avec du machine learning et qui connaît les bases auxquelles je m'adresse ce soir. Alors, s'il y a des gens qui sont plus avancés que ça, pas de souci. A priori, on aura l'occasion de réfléchir à des trucs un petit peu plus tordus aussi, mais ce ne sera pas le focus principal. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer avant qu'on commence? Moi, je peux me lancer alors. Moi, j'ai quelques expériences donc, dans le machine learning ou le deep learning. Je connais certains algorithmes de machine learning, mais certainement pas tous. Je m'intéresse un peu plus au deep learning, donc tout ce qui est réseau de neurones et un peu voilà, modèle de classification, etc. Donc je suis sûr que je vais apprendre aussi des choses nouvelles dans cette formation. Eh bien, je l'espère. Tu pourras nous dire si c'était le cas à la fin. On va voir. Quoi qu'il en soit, ici, on va parler de machine learning de manière générale. Je suis moi-même beaucoup plus spécialisé en deep learning qu'en machine learning, mais vous allez voir que les réflexions qu'on va développer ici, ce sont vraiment des réflexions à portée généralisante, donc qui ont trait à être utilisables dans n'importe quelle branche du machine learning, comme le deep learning, par exemple. Et puis, avant de commencer, encore une fois, il y a une dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que, avant toute chose, ce que j'aimerais avec cette présentation, c'est commencer à lancer des questionnements, à vous faire développer en quelque sorte un certain nombre de réflexes et un certain nombre de choses sur lesquelles il faut ne jamais oublier de se poser des questions, en fait, quand on est dans un projet de deep learning ou de machine learning. Et donc, en particulier, on va parler beaucoup de façon dont on interagit avec un problème. On va parler aussi de façon dont on interprète un problème. Et c'est vraiment les principales choses sur lesquelles je vais essayer de me concentrer ce soir.
Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres visions des choses aussi, à partager ces points de vue avec nous. Puisque tout simplement ce que je vais vous présenter ici, alors certes, il y a des liens avec des articles scientifiques, il y a des liens avec des maths, il y a des liens avec tout un tas de choses, mais c'est avant tout le fruit d'une expérience personnelle, de mes interactions avec le monde du deep learning et du machine learning, et des questions qui se posent tout naturellement au fil de cette interaction, et comment j'ai pu au fur et à mesure y répondre, et j'espère pouvoir vous lancer dans des pistes de réflexion intéressantes vous aussi. Alors, donc on va y aller, hein, sans plus tarder. Donc, comme je l'ai dit, dans cette première partie, la deuxième partie n'étant pas aujourd'hui, on va parler de comment concevoir un test. Et sur cette slide, j'ai choisi de vous mettre un sushi. Pourquoi un sushi? Eh bien, en fait, parce que j'aimerais présenter l'idée de développer un modèle de machine learning comme j'aimerais développer une métaphore avec le fait de faire un sushi, tout simplement. Un sushi, c'est quelque chose d'assez mystérieux quand on y réfléchit, en fait. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans un sushi. C'est juste une boule de riz avec un morceau de poisson cru dessus. Et en réalité, c'est tout, hein. Tous les sushis de la Terre, c'est juste ça. Alors bon, on peut aller dans des choses un petit peu plus poussées, bien sûr, hein. On peut rajouter du wasabi, on peut mettre des herbes, quelques épices. Mais la base, c'est ça. Et puis, bien qu'un sushi soit si simple, il y a plein de sushis qui sont très mauvais et que quelques rares sushis qui sont très bons. Et si on va chez un maître, eh bien, on pourra même trouver des sushis qui transcendent tout ce qu'on pouvait imaginer qu'un sushi pouvait être, alors que ça n'est ni plus ni moins toujours qu'une boule de riz et un morceau de poisson cru. Et honnêtement, c'est vraiment la même chose par rapport au machine learning. Parce que si vous considérez une base de données finie, en général, la plupart des données sont finies, hein, vous noterez, il y a une infinité de fonctions qui passent par tous les points dans cette base de données. Et en l'occurrence, trouver une fonction qui passe par les points de cette base de données, c'est un problème absolument trivial et qui n'intéresse personne. Tout simplement parce que la très très grande majorité de cette infinité de fonctions ne vous est d'absolument aucune utilité. En général, les fonctions parmi cet ensemble de fonctions qui vont, elles, vous intéresser, ce sont les fonctions qui répondent aux problèmes de manière plus générale et qui réussissent à s'étendre au-delà des données que vous possédez. Donc, c'est ce qu'on entend en général par le problème de généralisation, hein. Et finalement, c'est un petit peu la même chose à comment faire un bon sushi. Vous allez devoir naviguer entre toutes ces manières de faire des mauvais sushis et trouver la bonne qui vous mettra et qui vous mènera, à quelque chose qui a du goût, tout simplement. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir ici, comment faire un bon sushi. Et si vous demandez à n'importe quel chef de sushi, eh bien, il vous répondra sans aucun doute que pour faire des bons sushis, il faut avant tout beaucoup d'expérience. Et donc, on va voir que c'est un petit peu la même chose pour le deep learning. Il faut avant tout faire beaucoup d'expérience. Mais avant de parler d'expérience, il faut commencer par définir ce qu'est une expérience, évidemment. Et c'est donc ce qu'on va commencer par faire. Qu'est-ce qu'une expérience? Il n'y a rien de plus simple, hein. Il suffit de faire une courte recherche sur Wikipédia pour le savoir. Une expérience, c'est ce qui permet à un opérateur, donc l'opérateur en général, c'est vous, à interagir avec un environnement. Alors, en l'occurrence, dans le contexte du machine learning, l'environnement, ça va être les données. Donc voilà, cet opérateur, évidemment, va avoir intérêt à interagir avec ces données pour en retirer quelque chose, et c'est cette interaction que l'on va qualifier d'expérience. Alors, en général, à quoi ça sert l'expérience? Quand on s'étend un petit peu au domaine de la science en général, puisque on reste dans le cadre d'une science, et donc la théorie scientifique et la méthode scientifique s'y appliquent, en général, à partir de ces expériences, on essaye par un procédé qu'on appelle l'induction de trouver un modèle de l'environnement qui permette d'expliquer les données qu'on a observées. Voilà. Ça, c'est en général comme ça qu'on procède. Et il est bien connu en science et en deep learning a fortiori, ainsi qu'en machine learning, que ce genre de procédé mène tout naturellement, quand on effectue trop d'expériences, à l'overfitting. Qu'est-ce que c'est que l'overfitting? C'est une instance particulière de ce qu'on appelle le biais de sélection, qui implique que quand on se focalise sur une quantité finie de données ou d'observables de manière plus générale, on va naturellement privilégier les modèles qui expliquent toutes ces données aux dépens d'un éventuel bruit présent dans ces données. Et par conséquent, on va connaître ce qu'on appelle le phénomène d'overfitting. Alors, la science a heureusement quelques années derrière elle,
Et par conséquent, elle a trouvé des moyens de combattre ces problèmes. Et ces moyens passent en général par le fait de demander à notre modèle d'être capable d'effectuer des prédictions sur l'environnement. Autrement dit, on va considérer le modèle que l'on a construit à partir de certaines données, et à partir de notre modèle, on va déduire des prédictions sur d'autres données qui n'ont pas été utilisées pour la construction du modèle. Et si ces prédictions s'avèrent correctes, eh bien, on considérera alors que la probabilité que le modèle soit correct augmente. Voilà. Donc, c'est plus ou moins comme ça que la théorie scientifique fonctionne. Et vous avez probablement reconnu quelque chose ici de très familier, puisque ça n'est ni plus ni moins la manière dont on procède également en machine learning. En effet, en machine learning, on a souvent une base de données qu'on va considérer finie. Ici, on va aussi la considérer pour la suite de cette présentation fixe, à savoir qu'on ne peut pas recevoir au fur et à mesure de nouvelles données. Alors notez bien que dans les cas pratiques, dans la vie réelle, il y a de nombreuses situations où on peut au fil du temps recevoir de nouvelles données, mais la plupart des choses dont on va parler aujourd'hui s'appliquent toujours dans le cas où on en reçoit. C'est juste que pour simplifier les choses, on va considérer que les données sont finies et fixes. Et évidemment, la manière dont on procède pour effectuer de nouvelles prédictions sur des données non encore observées, c'est qu'avant même le début de notre processus exploratoire, notre processus expérimental, eh bien, on va mettre de côté, en anglais on dit hold out, une partie de la base de données que l'on possède sous forme de la base de données de test. Bon, jusque-là, je pense que je ne vous ai rien dit de nouveau. La base de données de test a donc une propriété très importante, à savoir que pour qu'elle nous fournisse une évaluation non biaisée des capacités de notre modèle, il faut que les données de la base de données de test soient indépendantes des données de la base de données d'entraînement, à savoir le reste. Et c'est quelque chose de très important, mais c'est aussi quelque chose de très problématique. Et la problématique, en l'occurrence, qui va me servir de fil rouge pour le reste de cette présentation, est un problème qui découle du fait qu'on a besoin d'une réelle indépendance entre le modèle et la base de données de test, et c'est un problème que j'appelle communément sous le nom de problème bon ben tant pis. Alors, le problème bon ben tant pis est quelque chose qui apparaît assez naturellement quand on y réfléchit. Quand on y pense, comment est-ce qu'on obtient un modèle? On a une machine qui est une procédure d'entraînement, on peut appeler ça comme ça, et on va envoyer nos données dans notre procédure d'entraînement, ça va nous donner un modèle. On pourra ensuite utiliser notre modèle pour, à l'aide d'une deuxième machine, la procédure de test, eh bien, tester notre base de données de test et obtenir des résultats. Bon, jusque-là, je pense que je ne vous ai pas choqué. Mais le problème survient quand on se demande comment on peut utiliser ces résultats. D'ordinaire, la manière dont on a tendance à concevoir un test, c'est que ça nous permet certes de tester un modèle, mais si le résultat du test est mauvais, on s'attend à pouvoir analyser notre test pour pouvoir améliorer notre modèle. C'est relativement intuitif. Le problème, c'est que ici, étant donné la manière dont on a posé notre problème initial, eh bien, notre base de données de test doit rester indépendante du modèle. Par conséquent, si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats de test, eh bien, si vous modifiez votre modèle vis-à-vis de ces résultats, votre modèle devient dépendant de la base de données de test. On dit que des informations ont leak out en anglais, donc c'est-à-dire se sont échappées de la base de données de test vers le modèle. Et par conséquent, si on veut être tout à fait non biaisé dans notre procédure, la seule manière que l'on a d'interpréter un résultat de test, c'est de le considérer pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste le résultat final, et de ne pas agir à la suite de la vue du résultat de test. Et par conséquent, si le test n'est pas bon, eh bien, rigoureusement parlant, tout ce qu'on pourrait dire, c'est « bon ben, tant pis, on est bloqué là, on peut s'arrêter ». Et évidemment, dans les cas pratiques, personne ne veut faire ça, parce que si le test n'est pas concluant, eh bien, on ne veut pas s'arrêter là. On veut obtenir un test qui soit concluant. Et donc, on veut retoucher notre modèle. Et c'est un problème. Donc, ce qui va nous servir de fil rouge un petit peu dans le reste de cette présentation, c'est finalement comment peut-on contourner le problème du bon ben tant pis et comment, dans certains cas particuliers, dans certains cas pratiques, en fonction du type de problème que l'on considère, eh bien, peut-on agir sur ces résultats de test si les résultats de test s'avèrent mauvais. Voilà. Alors, je viens de le dire,
pour faire tout ça, on va considérer une certaine classification des types de problèmes qu'il existe et on va se demander un petit peu, en fonction du type de problème, quelle va être notre approche pour avoir une procédure de test sur laquelle on peut agir. Donc, allons-y, voyons un petit peu tout ça. Voyons un petit peu les différents types de problèmes que je vous propose d'étudier ici. Alors, j'ai considéré une approche, une division des types de problèmes selon 2 catégories. Donc, la première catégorie, ce sera le type d'objectif, et la deuxième catégorie, ce sera le risque associé à la résolution du problème. Donc, ce sont des catégories qui sont très larges et qui, de manière générale, devraient englober la plupart des problèmes auxquels vous pourriez être amené à répondre. Donc, voyons un petit peu les différents types de problèmes et d'objectifs que je vous propose. Donc, le premier type d'objectif que je vais considérer, c'est l'objectif que je vais appeler quantifiable. Autrement dit, votre objectif lors de votre projet de machine learning, c'est que vous allez considérer une certaine métrique donnée, par exemple l'accuracy, la précision sur une base de données, et on va vous demander de faire mieux qu'une certaine précision, autrement dit mieux que 75% par exemple. Donc ça, c'est un objectif qu'on appelle quantifiable parce qu'on a un objectif clairement défini et on sait que ce qu'on doit faire, c'est mieux que ça. Ensuite, on a l'inverse, à savoir un objectif indéfini. Et qu'est-ce que j'appelle ici un objectif indéfini? Eh bien, c'est quand on va vous demander de faire le mieux possible. Alors, ça peut vous paraître un petit peu vague comme ça, mais quand on passera à des cas concrets où l'objectif est effectivement indéfini, eh bien, vous allez voir qu'en réalité, dans un cas pratique, ça n'est pas si rare que ça de se retrouver face à ce genre d'objectif. Alors, donc ça, c'était la classification en termes d'objectifs. Et maintenant, si on se considère à la classification en termes de risques, donc c'est une classification dont vous avez probablement, dans votre cursus d'ingénieur ou de chercheur, déjà entendu parler. Ça paraît logique. Avoir une approche en termes de management de risque, c'est quelque chose de très important en ingénierie, puisque selon que le risque lié à l'aboutissement du projet est faible ou fort, eh bien, on ne va pas traiter notre projet de la même manière. Et en particulier, on ne va pas s'attendre à avoir besoin de la même rigueur. Donc ici, c'est exactement la classification que je vous propose. On va traiter des risques faibles et on va traiter des risques élevés. Alors, pour prendre un petit peu un exemple, ici, d'un coup, un objectif quantifiable allié à un risque faible, eh bien, ce serait la plupart, finalement, des travaux de recherche théorique. Alors, ça dépend des milieux. On est bien d'accord que si on considère des recherches théoriques, eh bien, en médecine, on n'aura pas, a priori, affaire à un risque faible, on aura plutôt affaire à un risque élevé. Mais en ce qui concerne le machine learning et le deep learning en général, on est quand même sur un risque faible. Et donc, en général, quel est l'objectif d'un travail de recherche? C'est de battre l'état de l'art pour une certaine métrique donnée. Et par conséquent, eh bien, ici, on a bien un objectif quantifiable, qui est plus spécifiquement quantifié par la littérature précédente, et on sait ce qu'on doit faire. Alors, en revanche, quand le risque est élevé, le genre d'exemple concret qu'on peut avoir en tête, c'est quand il faut garantir des performances minimales dans un cas précis. Par exemple, eh bien, vous avez une voiture, vous voulez produire un algorithme qui est capable de conduire cette voiture, et peut-être qu'une brique constitutrice de cet algorithme eh bien, sera un algorithme de machine learning qui devra être capable de détecter eh bien, un tel type d'objet à une certaine distance, avec au moins une probabilité de 99% par exemple. Et là, si vous n'êtes pas capable de garantir ces performances minimales et d'être certain que vous possédez effectivement ces performances minimales, eh bien, vous vous exposez à un risque, à savoir que la voiture ne se comporte pas comme elle le devrait. Alors, quand on considère un risque faible à nouveau, mais un objectif cette fois-ci indéfini, eh bien, un bon exemple qu'on pourrait donner, mais je reviendrai là-dessus par la suite, ce serait de trouver une meilleure alternative à quelque chose qui est déjà en place. Donc, si vous imaginez une chaîne de production industrielle, eh bien, on pourrait imaginer qu'une solution pour, par exemple, évaluer la taille d'un rondin de bois existe déjà, mais vous voudriez l'améliorer ou la complémenter d'un nouvel algorithme de machine learning.
et par conséquent, eh bien, vous n'auriez qu'à y gagner puisque la procédure déjà en place serait là pour rattraper vos éventuelles erreurs, si toutefois erreur il y avait. Encore une fois, on reviendra sur quelque chose de plus précis plus tard dans la présentation. Et enfin, objectif indéfini et risque élevé, eh bien, ma foi, quand on y réfléchit, ça paraît un petit peu paradoxal. On peut même se demander si ça existe. Parce que, de manière générale, quand un risque est élevé, eh bien, ça veut dire qu'on veut avoir on veut avoir un certain management du risque et par conséquent, on veut évaluer précisément quelle est l'intensité et la probabilité du risque et par conséquent, la plupart du temps, eh bien, ça nous donnera un cahier des charges pour des performances minimales. Toutefois, on peut imaginer quelques cas très particuliers où le risque puisse être élevé et l'objectif indéfini. Donc voilà, ici vous avez finalement les quatre types de problèmes dont je vais traiter au cours de la présentation ce soir. Avant d'aller plus loin et de rentrer du coup dans chacun de ces 4 problèmes, j'aimerais vous demander si jusqu'ici il y a des questions sur certaines des choses que j'ai dites. Parce que bon, maintenant que les bases sont posées, on va rentrer dans le vif du sujet et donc autant vérifier que tout est clair jusque-là. Je vous écoute. Moi, ça va, mais il y a juste un petit point, c'est si il n'y a aucun algorithme qui est déjà mis en place, qui n'existe pas, et où le problème n'est pas critique. C'est dans quelle case? Alors, s'il n'y a pas d'algorithme qui existe déjà, mais que le problème n'est pas critique, eh bien, dans ce cas-là, tu vas te retrouver dans un cas où donc, le risque est faible. Donc, au niveau de la colonne, c'est facile, hein, on est ici. Et l'objectif, eh bien, il va dépendre du milieu dans lequel tu te trouves. Je prends un exemple. Imaginons que tu te situes dans un milieu où les choses sont clairement définies autour de l'algorithme que tu essayes de designer. Hein, par exemple, tu es dans un milieu qui est déjà très déterminé par beaucoup d'autres domaines scientifiques. Par exemple, la création d'ascenseurs ou a priori, les charges qui sont capables d'être supportées par l'ascenseur sont des choses qui sont très connues. L'évolution des matériaux au fil du temps sont connues aussi, relativement bien. Mais par contre, on aimerait par exemple designer un outil de machine learning qui soit capable de dire tous les combien de temps il faut faire une opération de maintenance. Eh bien, là, tu auras un problème qui sera tellement contraint qu'il est fort possible que parmi toutes ces contraintes, il soit capable d'évaluer un cahier des charges qui te dise eh bien, quelle garantie tu dois pouvoir proposer pour ton modèle. Et dans ce cas-là, tu te retrouveras dans cette case-là. En revanche, si on est dans un problème un petit peu moins contraint, eh bien, ton employeur ou la personne qui te propose le sujet, eh bien, probablement n'aura pas d'autre choix que de te demander de faire de ton mieux. Et si on considère après que de ton mieux, eh bien, ça n'a pas été suffisant, eh bien, tant pis, ça veut dire qu'il manquait par exemple, pourquoi pas, de données et que c'est à l'employeur de fournir plus de données dans ce cas. Ou alors, tout simplement, c'est que il y aura possiblement, encore une fois, des possibilités de rattrapage des mauvais résultats et que par conséquent, il sera possible, juste sur base sur base du fait d'avoir fait de son mieux, eh bien, d'aboutir à une intégration du modèle final. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouvera dans cette case-là. Donc, ça dépend vraiment énormément du problème. Et de manière générale, vous allez beaucoup m'entendre parler de ça au cours de cette présentation. Et si je fais d'autres présentations, vous m'entendrez toujours parler de ça dans toutes mes présentations. Mais un projet de deep learning part toujours du problème. Vous allez peut-être voir sur Internet des fois tout part des données, tout part du modèle, ou des gens qui disent ah non, tout part pas du modèle, tout part des données. Et moi, je vais vous dire non, tout part pas des données, des modèles, tout part pas des données, tout part du problème. Donc bon, il y a on va dire qu'il y a des vues différentes et des façons de présenter les choses qui sont différentes en fonction de la personne. Moi, c'est problème. Voilà, comme ça vous saurez. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour moi. Bon, il semblerait qu'on soit bon pour aller plus loin du coup. Et on va commencer par le commencement, à savoir cette case-là. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand le risque est faible et l'objectif est quantifiable? Et je ne vous cache pas que c'est l'un des cas les plus simples à traiter. Donc, puisque le cas est simple à traiter, je vais en profiter pour poser un petit peu des façons de réfléchir et des notations qui nous serviront plus tard.
Donc, on va considérer le monde, hein, l'environnement. J'ai aussi appelé ça les données auparavant. Et on va caractériser cet environnement par une distribution de probabilité P. Et cette distribution de probabilité, eh bien, c'est la distribution qui vous intéresse pour les données de votre problème. Et en quoi c'est intéressant d'avoir ça? Eh bien, ça veut dire que si vous échantillonnez cette distribution de probabilité P, vous allez obtenir des échantillons possibles que votre modèle doit être capable de correctement traiter. Alors, du coup, sachant cette distribution P, on peut définir notre objectif en général comme ceci. Donc, si M, c'est une métrique qui nous intéresse, qui définit l'objectif du problème, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une fonction f dans l'espace de toutes les fonctions, telle que eh bien, notre métrique soit minimisée. Bon, si on l'a pris selon cette convention, hein, dans certains cas, ce sera maximisé, peu importe, vous m'avez compris. Et donc, si on considère un élément S qui a été échantillonné selon P, et la fonction que l'on a prise, eh bien, on veut minimiser notre métrique, et en particulier, on veut minimiser l'espérance de notre métrique sur la distribution P. Voilà, donc c'est comme ça qu'on voit en général de la manière la plus dézoomée possible les problèmes de deep learning. Et on voit tout de suite qu'on ne peut pas utiliser ça tout de suite, hein. Déjà parce que les espérances, vous êtes bien gentils, mais des intégrales, c'est très beau en maths, mais dans la pratique, c'est compliqué. Donc, on aimerait bien faire disparaître ce terme-là et notamment le discrétiser. Et comment on fait pour discrétiser ce genre de terme la plupart du temps? Eh bien, c'est très simple. On procède à un échantillonnage de P et on fait une moyenne. Et donc, ça va ressembler à quoi dans la pratique? Ça veut dire que dans P, c'est-à-dire dans le monde, il va falloir aller collecter des données vis-à-vis ce qu'on appelle un processus de collecte, et ça va nous donner une base de données. Voilà, jusque-là, j'ai un petit peu réinventé l'eau chaude, hein, mais c'est l'idée. Et du coup, dans cette base de données, les données ne suivent plus la distribution P, mais une distribution P chapeau, qui est la distribution P qui est passée par votre processus de collecte, qui est forcément biaisé d'une manière ou d'une autre. Et puis, à partir du moment où vous avez cette base de données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette expression-là, vous pouvez la transformer en ceci. Et ceci, c'est tout simplement la moyenne de la métrique si on l'évalue en tous les SI étant des échantillons qui sont échantillonnés selon P chapeau. Et là, on voit tout de suite qu'on a déjà fait une présupposition sans s'en rendre compte, hein, parce qu'en réalité, cette moyenne ici, eh bien, ça n'est un estimateur non biaisé et convergent de l'espérance que si tous les SI sont pris indépendants. Et donc, on voit bien que d'ores et déjà, alors qu'on a à peine fait plus que poser le problème, on a déjà une présupposition et donc une contrainte sur nos données, à savoir que les SI doivent être indépendants. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que vous êtes obligé en tant qu'ingénieur ou chercheur en deep learning ou en machine learning de manière générale, hein, de savoir comment les données ont été collectées, puisque sinon, vous ne pouvez pas juger de leur indépendance logique. Et par conséquent, à partir du moment où vous avez fait cette présupposition, eh bien, vous allez pouvoir retirer une partie de ces données pour les garder en tant que données de test. Fatalement, si les données là-dedans sont indépendantes, on a aussi que ces données-là sont indépendantes. Et en l'occurrence, ces données vont la distribution de ces données va tendre vers la distribution de ces données quand le nombre de ces données tend vers plus l'infini, hein. C'est logique, c'est tout simplement la loi des grands nombres. On converge, quand on échantillonne beaucoup, vers la distribution qui a vu naître notre échantillonnage. Et donc, quand on a cette base de données de test que l'on va considérer du coup suffisamment grande pour être représentative de la distribution qu'on avait ici, qui elle-même est suffisamment grande, ou en tout cas on le suppose, pour être représentative de ce qu'on a là, eh bien, on peut décomposer toute cette base de données en plusieurs éléments qu'on va toutes faire passer par notre réseau de neurones. Ici, vous pouvez prendre l'habitude, c'est comme ça que je représente les réseaux de neurones. Ou encore une fois, je parle de réseau de neurones parce que des formations professionnelles, je fais presque que du deep learning dans ma vie de tous les jours. Mais encore une fois, vous pourrez remplacer ça par n'importe quelle méthode de machine learning. Et ça va vous donner autant de résultats que j'ai ici appelés RI, hein, qu'il n'y avait d'éléments dans votre base de données. Et donc ça, ce sont finalement des réalisations de la fonction encodée par votre méthode sur la base de données de test.
Et à partir de là, ces résultats, vous allez les agréger. Alors, en l'occurrence, notre formule ici nous dit qu'une façon intéressante et intelligente de les agréger, c'est d'en faire la moyenne. Ça nous dit quelque chose de pratique. Et c'est en l'occurrence l'indicateur que vous allez retrouver dans tous les articles scientifiques et absolument partout, tout simplement parce que c'est votre estimateur de l'espérance. C'est votre estimateur de si oui ou non vous avez atteint votre objectif. Mais forcément, la moyenne, ça n'est pas tout. Et notamment, la moyenne ne nous dit pas si on est plus ou moins sûr de notre estimation de la moyenne. Autrement dit, est-ce que cet estimateur est fiable ou non? Un estimateur qui nous donne une idée, ou en tout cas une première approximation de ceci, eh bien, ce serait la variance. Et en l'occurrence, trouver la variance dans des articles scientifiques, ça dépend des domaines, mais en machine learning, c'est nettement plus rare. Si vous avez été gentil pendant l'année, peut-être que vous aurez des papiers qui vous donneront la variance et vous serez content. Mais bon, ça n'est pas du tout systématique. En tout cas, voilà un petit peu l'idée générale, comment on fait et d'où vient cette idée de base de données de test et comment on fait pour l'évaluer. Mais du coup, si on revient à notre fil rouge un petit peu du bon ben tant pis, comment est-ce qu'on peut un petit peu éviter ce problème du bon ben tant pis dans un cas ici où on a un risque faible et un objectif quantifiable? Eh bien, si on regarde, si on prend notre procédure complète d'expérimentation, on commence par ce qu'on appelle un choix du modèle. En général, ce choix du modèle va être principalement basé sur la littérature scientifique et sur certaines informations qui vous viennent du problème. On appelle ça en anglais le domain knowledge. Autrement dit, les connaissances que vous pouvez apporter au modèle, souvent sous forme de régularisation par exemple. Ensuite, vous allez avoir la procédure d'entraînement. Alors ici, j'ai fait une grosse case avec marqué entraînement dedans, mais vous devez vous imaginer que là-dedans, eh bien, je mets tout ce que vous pouvez imaginer mettre dans entraînement. J'ai tout casé dans cette case-là. Ce n'est pas trop le sujet de cette présentation. Ensuite, une fois qu'on a fini notre entraînement, eh bien, on va avoir des données de validation dont je n'ai pas encore parlé ici et dont je ne parlerai pas dans cette présentation, mais normalement, vous êtes familier du sujet. Et on va donc tester ce choix de modèle que l'on a effectué ici, que l'on a entraîné pour le raffiner et l'amener au meilleur de ses capacités. On va valider ce modèle et si ça n'était pas un bon modèle, paf, on repasse au choix du modèle et on améliore. Donc, ceci va peu à peu, évidemment, biaiser notre modèle sur la base de données de validation. On a donc besoin d'une base de données de test pour suivre ceci. Et ce test va nous dire si oui ou non ce modèle est le bon. Autrement dit, il va nous donner une évaluation du modèle. Et là, on se pose la question qu'on s'était posée lors de la première slide, à savoir, si notre test est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Et avant de savoir ça, j'aimerais vous poser une question. Donc, on peut brainstormer un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui peut mener un test à être mauvais, en fait? Puisque si on y réfléchit, notre entraînement ici, il fait son affaire. Et la base de données de validation et la base de données de test, en général, ont été extraites de la base de données principale plus ou moins de la même manière, modulo les méthodes plus spécifiques comme la cross-validation, par exemple. Mais donc, on s'attend à ce que notre base de données de test et notre base de données de validation soient tous les deux des subsets, donc des sous-ensembles, représentatifs de la distribution générale. Et donc, si on est sorti de cette boucle de validation, ça voulait dire qu'on avait eu des bons résultats sur la base de données de validation, et on s'attendrait donc à avoir des bons résultats sur la base de données de test. Si on considère que ça n'est pas le cas, qu'est-ce que l'on peut en déduire d'après vous? Je vous écoute. Bonne question. Bonne question. J'espère que c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des idées? Un overfit sur la base de données de validation. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai rapidement mentionné quand je vous ai donné mon explication. Le fait de boucler sur la validation et de se baser sur le résultat de la validation pour modifier le choix du modèle, il est tout à fait logique que ça entraîne un leak d'informations de la validation vers le modèle et que par conséquent, notre validation devient de plus en plus biaisée au fur et à mesure du temps. Par conséquent, si on boucle un grand nombre de fois, on peut s'attendre à ce que suffisamment d'informations bouclent pour pouvoir overfitter sur cette base de données de validation. C'est une première chose, mais en général, ça n'est pas la possibilité qu'on va considérer en premier. Pourquoi? Parce que, eh bien, en machine learning, il est fréquent que l'entraînement soit très long. Et par conséquent, boucler un grand nombre de fois sur la base de données de validation est parfois très difficile. Donc, en général,
c'est un petit peu relégué au rang de deuxième hypothèse quand on a d'abord vérifié autre chose de très important. Est-ce que vous avez des idées sur ce que pourrait être cette autre chose? D'avoir peut-être des jeux de données d'entraînement et de validation de taille similaire, en fait, qui soient équilibrés, c'est-à-dire pour pas avoir trop de faux positifs ou enfin voilà, enfin, pas avoir de faux positifs ou de faux négatifs dans un jeu de données plutôt qu'un autre, peut-être quelque chose comme ça. Ok, donc ce que tu sous-entends ici, c'est que du coup, certaines propriétés seraient différentes entre les différents splits. C'est ça que tu veux dire? Oui, ou tout simplement même avoir juste des tailles de jeux de données différentes, ça peut aussi biaiser le modèle. Par exemple, si on prend un modèle tout simple, mais on va dire que dans le modèle d'entraînement, on a 90% de réponses non. Donc, je prends un modèle oui, non. On a 90% de non et que 10% de oui. Et ben, il va peut-être mal fitter notre problème, et du coup, parce qu'il va être habitué beaucoup plus à dire non que à dire oui, puisqu'on on l'a entraîné sur 90% de cas non. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui, oui, non, c'est très clair. Mais du coup, après, si la validation possède cette même propriété, à savoir contient 90% de oui et 10% de non, elle aussi, est-ce que Oui. finalement, tu n'as pas entraîné le modèle à une situation qui est normale, à une situation qu'il doit s'attendre à retrouver dans le monde réel? Oui, dans ce cas-là, il n'y aura aucun souci parce que on va dire que les deux jeux seront équilibrés. Donc, Voilà. Et donc, on en revient plus ou moins à ce que je disais, à savoir qu'une certaine propriété entre les deux jeux de données doit être différente pour qu'un problème survienne. En l'occurrence, ici, cette propriété, ce serait une différence dans la distribution des classes. Mais on peut imaginer une différence quelconque dans la distribution des données, en fait. Est-ce que c'est bien ce que tu voulais dire? oui, c'est ça, globalement, c'est ça. Mmh. Et donc, on en revient finalement à cette présupposition ici qui est faite au départ, à savoir représentatif de la distribution originale autant que faire se peut. Et c'est effectivement la première chose qu'il va falloir vérifier et dont il va falloir s'assurer du mieux possible, parce qu'en général, overfit sur la base de données de validation, ça peut arriver. Ça va même vraisemblablement arriver dans certains cas. Mais quand on voit qu'il y a une différence entre validation et test, ce qu'il faut vérifier à tout prix en premier lieu, si ça n'a pas déjà été fait avant aussi bien qu'il aurait fallu, eh bien, c'est que les distributions sont bien identiques entre toutes les bases de données que l'on emploie. Ça reste le premier sanity check en quelque sorte qu'on peut faire. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le potentiel problème qu'on est overfit sur la base de données de validation et que par conséquent, le test soit un petit peu ce gardien de la généralisation qui nous dit « Eh oh, attention, tu as overfit, il faut revenir en arrière ». Et par conséquent, on se retrouve ici avec un cas où on a vérifié que les distributions étaient bien identiques, ou en tout cas, on a fait tout notre possible pour s'assurer que la procédure que l'on a utilisée n'était pas biaisée. Et on a quand même une différence. Alors ici, la première solution que je vais vous proposer au problème du bon ben tant pis, c'est aussi la plus simple et c'est probablement celle que vous utilisez par défaut. Et c'est celle que la plupart de la communauté scientifique utilise également, puisque comme je vous l'ai dit, la plupart de la communauté scientifique se trouve dans un cas de risque faible et d'objectif quantifiable. C'est tout simplement d'ignorer le potentiel biais qu'il y a à boucler sur la base de données de test, de se dire que, étant donné le temps qu'il faut pour faire un cycle complet de validation, eh bien, sur la totalité du temps d'expérimentation, il n'y aura que très peu de temps pour boucler sur la base de données de test et que par conséquent, très peu d'informations vont pouvoir être leakées vers le modèle et on se permet, dans le cas d'un risque faible, ce bouclage. Voilà. C'est encore une fois la solution la plus simple. Donc pour l'instant, rien de particulièrement choquant. Mais là, au moins, on sait pourquoi on s'est permis de le faire et on n'a pas juste dit « bon, ben voilà, mon test n'était pas bon, je recommence ». On a réfléchi à la question et on s'est rendu compte que dans le cas précis qui nous intéresse ici, on peut se permettre de boucler sur notre base de données de test. OK.
Donc, maintenant qu'on a vu ce premier problème de type risque faible et objectif quantifiable, je vais passer sur risque fort et objectif quantifiable. Et on se doute bien qu'ici, eh bien, il y a certaines des approximations qu'on a faites auparavant qu'on ne peut plus trop se permettre. Et en l'occurrence, là où auparavant, eh bien, on se contentait un petit peu de la moyenne et on proposait parfois la variance si on était gentil, eh bien ici, clairement, si on donne juste la moyenne et qu'on n'a aucune mesure de la fiabilité de cette métrique, eh bien, elle n'aura tout simplement aucun intérêt. Donc, pareil, on peut prendre un exemple très simple. Si je considère une base de données de test composée d'un unique élément et que mon élément est correctement classifié, je ne peux pas en déduire que mon modèle a 100% d'accuracy. C'est bien évident. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour voir un petit peu, pour calculer un petit peu plus précisément cette fiabilité de notre modèle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, si on revient un petit peu sur nos RI qu'on avait tout à l'heure, on se rappelle que ces RI, eh bien, ils provenaient d'une même distribution unique, a priori, la distribution de collection des données, et on les avait supposées indépendantes. Et ça, ce sont deux propriétés qui sont très intéressantes, le fait qu'elles soient indépendantes et identiquement distribuées, puisqu'elles nous permettent d'appliquer un théorème que j'espère que vous avez vu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, dites-moi-le tout de suite. C'est le théorème central limite. Est-ce que vous avez bien vu ça? Normalement, ça se voit en première année d'école d'ingénieur. Oui, il n'y a pas de souci? OK. Alors, donc, le théorème central limite, avec lequel donc, vous êtes familier, nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant, à savoir que si on note Sn, la somme de ces RI ici, eh bien, si on note aussi mu, leur moyenne, et sigma, leur variance, eh bien, on n'a que Sn moins n mu divisé par sigma racine de n. Donc, si n, c'est le nombre total d'observations que l'on possède, eh bien, ceci converge en loi quand n tend vers plus l'infini, vers une loi normale centrée réduite. Et ça, c'est absolument incroyable, tout simplement parce que ça veut dire que quelle que soit la distribution de nos RI, si on en fait la somme, on peut connaître la distribution de cette somme. Et si on peut connaître la distribution de cette somme, et en l'occurrence la loi normale, Dieu sait qu'on la connaît bien, eh bien, on peut tout simplement déterminer des propriétés statistiques bien plus précises que simplement la moyenne, et donc un estimateur de l'espérance. Typiquement, donc, voilà une loi normale centrée réduite ici. On pourrait être amené à en déduire, par exemple, que si un élément est, si une observation est supérieure à une certaine valeur, eh bien, c'est la probabilité qui correspond à l'observation de cette observation est supérieure à un certain nombre, par exemple. Notamment, c'est ce qu'on appelle ici une p-value. Si vous considérez l'hypothèse nulle, mon observable est inférieur à tel nombre, et bien dans ce cas-là, si ce tel nombre est ici, l'aire sous la courbe qui correspond à ceci, eh bien c'est ce qu'on appelle la p-value. Autre manière de présenter les choses, encore une fois, on peut calculer un intervalle de confiance. Autrement dit, si l'on trouve que cette distribution ici eh bien, est centrée en un certain nombre, eh bien, en étudiant l'écart type de cette se trouver dans un certain intervalle donné. Et cet intervalle, c'est à ça qu'on va s'intéresser ici. Donc, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire grâce à ce théorème central limite. Mais si vous considérez donc RI bar, la moyenne des RI, et moins Z et plus Z, qui sont ici les bornes de cet intervalle, telles que K% de la distribution, soit entre de la loi normale centrée réduite, soit entre moins Z et plus Z, eh bien, on a cet intervalle ici, qui nous donne finalement un encadrement de l'espérance. Et plus précisément, on sait que la probabilité que cette espérance soit dans cet intervalle qui est donné ici est de K%. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, comme on l'a vu auparavant. En réalité, il ne faut pas oublier que c'est bien la limite pour n tendant vers plus l'infini de cette probabilité qui est K%. Alors,
Je ne vais pas revenir ici sur comment est-ce qu'on fait dans un cas pratique pour faire en sorte que la limite, qu'on puisse bien considérer un n grand ou suffisamment grand pour appliquer le théorème central limite et obtenir cet intervalle de confiance. Mais dites-vous que dans la pratique, on a des petites astuces statistiques en général pour s'assurer de pouvoir considérer n grand. Bon, alors évidemment, si n est trop petit, au bout d'un moment, il y a une limite à ce qu'on peut faire avec des astuces statistiques et il faut s'attendre à avoir des résultats qui sont tout de même auxquels on peut tout de même se fier. Mais pour des n qui sont raisonnablement grands, en tout cas, donc à partir de même 30, 40, on sera capable de donner des intervalles de confiance auxquels on pourra accorder un certain crédit. Et donc, si on reprend ici notre procédure qu'on a vue sur la slide précédente, on a toujours ce même problème, évidemment, parce que, bon, évidemment, pouvoir calculer des intervalles de confiance sur notre validation, sur notre test, c'est bien beau, hein, ça nous dit à quel point on peut se fier à notre moyenne. C'est une nécessité pour répondre au cahier des charges et pour avoir une certaine garantie, finalement, d'avoir de bien traiter notre cas où le risque est élevé. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on peut faire en cas de problème de type « bon ben tant pis ». Et ici, il n'est pas question de boucler sur la base de données de test. Alors, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, même s'il existe des trucs mathématiques, des petites astuces qui, dans certains cas très précis, peuvent s'appliquer de telle sorte à ce qu'on puisse, en toute sécurité, boucler sur la base de données de test. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un article sur la question, ça existe. Mais la plupart du temps, comme la plupart des maths, eh bien, ce n'est pas applicable en pratique. Et donc, voilà un petit peu ce que j'aurais tendance personnellement à vous proposer. C'est que si vous êtes dans un cas où le risque est fort, eh bien, a priori, vous pouvez vous attendre à ce que l'on vous fournisse suffisamment de données pour que vous puissiez décemment traiter ce problème où le risque est élevé. Sinon, vous êtes tout à fait en droit de dire à votre employeur que mathématiquement, ce qu'il vous demande n'est pas possible. Et donc, si vous avez suffisamment de données, ce que vous pouvez faire, si vous avez peur, étant donné le temps d'expérimentation, eh bien de constater ce problème de différence entre validation et test, c'est de préparer et de mettre de côté un deuxième test. Et à quoi ça vous sert d'avoir un deuxième test? Ça veut dire que vous pouvez désormais boucler sur le premier et toujours vérifier avec le deuxième test si vous n'auriez pas overfit sur le deuxième test. Et après, avec deux boucles imbriquées l'une dans l'autre, a priori, cette boucle-là prendra un tel temps de développement, principalement si vous êtes en deep learning, viennent vraiment significatives au point que vous ne puissiez plus accepter les résultats du test 2 si les résultats du test 1 sont corrects. Et par conséquent, avec cette procédure-là, vous vous garantissez une manière non biaisée d'être absolument certain de pouvoir donner une intervalle de confiance correcte, parce que bon, évidemment, on continue de fournir ces intervalles de confiance, qui vous indique si vous avez effectivement correctement traité votre sujet ou non. Donc, je suis passé assez rapidement ici sur la petite transition qui a transformé ce test 1 en validation 2, mais vous voyez bien que c'est un petit peu l'idée ici. Bon, c'est de la sémantique, on ne va pas revenir sur le vocabulaire, mais concrètement, du coup, vous pouvez voir ça comme étant une sorte de deuxième validation. Et vraiment, l'idée, c'est que c'est le fait d'imbriquer plus de boucles de rétroaction, eh bien, ça ne va pas linéairement augmenter votre capacité, votre capacité d'expérimentation. Ça va vraiment exponentiellement l'augmenter. Et donc, avec normalement un seul test supplémentaire, vous pouvez vous épargner bien des problèmes. Ce qui ne veut pas dire que c'est gratuit, bien sûr. Faire une base de données supplémentaire, c'est coûteux. Ça va coûter à l'entreprise qui vous aura demandé ce projet ou au laboratoire qui vous aura proposé ce projet. Mais au moins, ça vous évite des futures surprises. Une autre possibilité, si vous n'avez pas envie de demander et de préparer au départ ce test 2, eh bien, c'est quand vous avez constaté un problème lors du test 1, de signaler à votre employeur que vous vous apprêtez à boucler sur ce test 1, que par conséquent, il ne constituera plus une estimation non biaisée de vos résultats et que par conséquent, il faudrait récolter un nouveau test qu'on appellera test 2 pour s'assurer qu'effectivement, le modèle sera bien valide. Mais ici, dans le cas de cette présentation, comme je l'avais dit, on avait proposé de se limiter au cas où la taille de notre base de données était fixe dans le temps.
Donc voilà, j'ai dit pas mal de choses d'affilée, donc peut-être qu'on peut s'arrêter à nouveau au milieu entre les deux types de problèmes pour quelques questions supplémentaires, si vous en avez. Est-ce que tout vous semble clair ou est-ce qu'il y a quelques points sur lesquels on peut revenir? Ça va, moi c'est clair. Et ça a l'air clair pour les autres aussi. Ne vous inquiétez pas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent au fur et à mesure, hein, on pourra revenir en arrière, il n'y a aucun problème. Bon. Donc maintenant, si on s'intéresse à un autre type d'objectif, et cette fois-ci, je vais peut-être m'aventurer dans des terrains un petit peu plus glissants, hein, on va voir ce que vous pensez de ce que j'ai à vous dire. Mais du coup, si on considère maintenant... attendez, parce que j'ai cette barre-là. Voilà, merci. OK. Donc oui, si on considère un objectif qui cette fois-ci est indéfini. Alors, un objectif indéfini, du coup, on va essayer de donner un cas pratique de à quoi ça pourrait bien ressembler un petit peu plus loin dans cette slide, hein, précisément quand j'arriverai dans le coin en bas à gauche. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça implique sur notre procédure, sur notre procédure générale qu'on avait ici? Si on y réfléchit, hein, dans un cas d'objectif indéfini, vous n'avez plus votre métrique et votre valeur de la métrique sur laquelle vous pouviez vous fier auparavant. Hein. Et donc, vous ne pouvez plus vous reposer sur cette espèce de cahier des charges très clair et très concret. Et par conséquent, ça veut dire que quand vous avez le résultat de votre test final, eh bien, vous ne savez pas dire si vous avez accompli votre objectif ou non. Parce que votre objectif, finalement, c'était de faire au mieux. Et comme faire au mieux, eh bien, c'est quelque chose de vague, ça veut dire que finalement, cette évaluation du modèle à la fin, eh bien, ne vous sert pas à grand-chose pour savoir, je précise bien, pour savoir si oui ou non, vous avez accompli ce qui était demandé par le cahier des charges. Et par conséquent, on pourrait se demander si, par la même occasion, eh bien, le test lui-même ne serait pas, d'une certaine manière, inutile. Et par conséquent, s'il n'y avait pas lieu ici, eh bien, de remettre la base de test dans la base de validation et la base d'entraînement pour disposer de plus de données dans ces endroits-là. Alors évidemment, hein, j'ai pris bien des pincettes en disant tout ça, tout simplement parce que on perd clairement une source d'information si l'on supprime ce test. Déjà, parce qu'on l'avait vu, quand il y a une différence entre la base de données de test et la base de données de validation, eh bien, ça nous donne une indication claire que quelque chose, quelque part, s'est mal passé. Et donc, si l'on veut pouvoir se passer de la base de données de test, ça veut dire que l'on renonce à cette indication. Donc, en l'occurrence, si les distributions dans les bases de données ne sont pas identiques ou s'il y a un overfitting sur la base de validation, eh bien, on ne sera pas capable de le détecter. Alors, évidemment, il y a des cas dans lesquels vous pouvez vous permettre cela, ou plutôt, à défaut de dire que vous pouvez vous le permettre, vous avez de si fortes raisons de vous passer d'une base de données de test que vous pouvez renoncer à ces indicateurs, certes utiles, mais qui ne font pas la loi partout. Hein. Typiquement, dans ces cas-là, il est bien évident que vous devrez vous assurer a priori et d'une manière aussi rigoureuse que possible que les distributions de vos deux bases de données du coup, eh bien, seront bien identiques et seront effectuées de la manière la plus non biaisée possible. Mais cet indicateur-là sera perdu. Donc, c'est un petit peu à ce type c'est un petit peu à ce type de situation que je veux m'intéresser ici, à savoir dans quel cas peut-on se passer de la base de données de test. Alors, regardons un petit peu ensemble. Je vais vous proposer un cas pratique qui est un cas pratique auquel je suis plutôt familier puisque, à vrai dire, je la tire de mon expérience personnelle. C'est le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment et depuis plusieurs mois. Alors, on considère un cas où les données qui nous parviennent passent à travers un processus qu'on va appeler processus A, qui nous fournit déjà des résultats convenables. Donc, vous remarquerez l'analogie à l'industrie que je proposais il y a quelques slides. Hein. Donc, à savoir, on a déjà une solution qui est intégrée et qui fonctionne. Donc, ce processus A est caractérisé par tout un tas d'indicateurs, hein, par exemple sa performance pour ce qui est d'obtenir des résultats convenables vis-à-vis des données, ou alors son coût d'utilisation.
Hein. Donc, on peut imaginer comme indicateur de performance, par exemple, l'accuracy, ou comme indicateur de coût, eh bien, la quantité d'énergie ou le temps qu'il vous faut pour réaliser le processus A. Et puis, vous constatez que si vous traitiez les données d'une certaine manière, eh bien, cela vous permettrait soit d'améliorer les performances de manière significative, soit de réduire le coût de manière significative. Et par conséquent, la situation à laquelle vous vous attachez, c'est de trouver un modèle de machine learning qui permet de réduire le coût ou d'améliorer les performances du processus A. Et ici, vous êtes dans le cas typique où vous êtes bien dans un objectif indéfini. Tout simplement parce que le processus A réalise déjà l'opération qu'on lui demande. Votre modèle, si vous vous débrouillez correctement, ne va pas faire pire que les données qui n'ont pas été traitées du tout. Hein. Dans le pire des cas, on aura les mêmes informations qui seront atteintes lors du processus A. Si ce n'est pas le cas, ce sera détecté très rapidement et on pourra mettre hors de et on pourra retirer l'intégration de votre modèle. Et si au contraire le modèle réussit à produire une amélioration, eh bien vous allez avoir des résultats directement sur le coût et la performance. Alors en l'occurrence, si on y réfléchit un petit peu, ce cas-là, c'est un cas qui est très courant puisqu'il y a un type de processus A qui est extrêmement fréquent. Et c'est tout simplement l'être humain. L'être humain est un type tout à fait courant de processus A, dont la performance est extrêmement élevée, la flexibilité est tout à fait phénoménale, et le coût, par contre, est en général très coûteux, puisque pas seulement pour des questions d'argent, hein, mais parfois le processus A n'est pas une tâche agréable. Et par conséquent, il y a un coût en termes de bonheur pour l'être humain qui doit effectuer le processus A. Et par conséquent, votre modèle améliore les conditions de travail de cette personne. Donc, typiquement, la plupart des choses sur lesquelles je travaille, c'est ce genre de choses. Hein. Dans mon entreprise, on emploie des spécialistes de la manipulation d'objets 3D. Et pour une certaine partie de notre pipeline, on a besoin de demander à ces spécialistes de réaliser des masques de segmentation des données. Et évidemment, en tant que spécialiste de manipulation d'objets 3D, ils n'ont pas spécialement envie de faire de la segmentation. Et pour l'instant, il n'y a pas trop le choix, parce que c'est une partie nécessaire de notre traitement des données. Et par conséquent, réaliser un modèle qui permette de donner une première approximation de ces segmentations, voire une bonne segmentation, ça permettra à l'être humain de se focaliser et de passer plus de temps à effectuer des tâches qui l'intéressent. Et donc là, on a bien toutes les conditions qui sont réunies pour que notre modèle, finalement, ne puisse avoir que des conséquences positives lors de son intégration. Et par conséquent, notre objectif en tant qu'ingénieur devient faire en sorte qu'il ait les conséquences les plus positives possibles. Et donc, on est bien dans un cas où, effectivement, on peut envisager de se passer de base de données de test. Mais ça ne suffit pas tout à fait. Parce qu'on peut toujours se dire que ces indicateurs, et notamment celui-ci, l'indicateur de l'overfitting, peuvent être intéressants parce que si on a un modèle qui a complètement overfité et qu'on l'intègre, concrètement, il ne va rien ressortir de bon et on va juste le retirer de l'intégration aussitôt. Et on n'aura pas gagné grand-chose. Donc, en général, il faut un petit coup de pouce supplémentaire et ce petit coup de pouce, en général, vient du nombre de données. Et ça, par contre, je peux vous dire que c'est un problème, tout ce qu'il y a de plus courant. Pas avoir assez de données. On peut bien s'imaginer, c'est relativement clair, que quand on a des données limitées, le fait de devoir diviser cette base de données déjà limitée en 3 bases de données qui doivent toutes être représentatives de la distribution initiale, c'est parfois très difficile, voire impossible. Et par conséquent, le fait de décider de se passer de base de données de test, ça peut par exemple venir grossir la taille de la base de données de validation pour s'assurer qu'au moins ici, lors de la validation, on ait affaire à des indicateurs qui soient représentatifs et qui nous permettent donc de choisir d'effectuer notre sélection de modèles aussi fiablement que possible. Et donc dans ce cas-là, on est bien dans un cas où on peut se passer de base de données, ou du moins les conditions du problème et la situation nous placent dans un cas où finalement ça paraît relativement logique de le faire.
Voilà, donc ça, c'était pour risque faible et objectif indéfini. Et si on s'intéresse maintenant à notre dernier type, le risque fort et objectif indéfini, eh ben, comme je l'avais dit au départ, on peut se demander si ça existe. Alors, la dernière fois que j'ai fait cette présentation, on m'a proposé un petit cas pratique relativement amusant où effectivement, il pourrait y avoir un risque fort et un objectif indéfini. Supposons que vous vous trouviez dans une situation, prenons un cas extrême, supposons que vous vous trouviez dans une situation de vie ou de mort, où vous disposez d'un temps très limité pour répondre à un problème dont aucune solution n'est connue. Eh bien, vous êtes bien dans un cas où le risque est fort et où vous n'avez d'autre choix que de faire aussi bien que vous puissiez. Alors, en l'occurrence, la proposition que cette personne avait, c'était de faire référence aux missions Apollo et précisément à celle au cours de laquelle les spationautes avaient dû faire appel à leur ingéniosité pour résoudre au plus vite un problème qui n'avait pas a priori de solution. Et ça m'avait paru tout à fait à propos. Donc, je vous souhaite de ne jamais vous retrouver dans cette situation. Mais ça ne coûte rien d'y réfléchir un petit peu et de se rendre compte à quel point la situation serait épineuse. Donc, je vais vous proposer une petite façon de faire les choses. Si nous étions dans cette situation, quelle serait une possibilité que l'on aurait pour faire de notre mieux? Et je vais vous demander ce que vous en pensez. Donc voilà, voici la situation. On va considérer qu'on a notre base de données comme d'habitude. On a retiré une partie de la base de données pour nous servir de test. On a fait l'entraînement et la validation. Mettez la boucle de validation dans cette case-là aussi. J'ai juste compacté pour que ce soit plus clair et plus simple. Et puis ensuite, une fois que vous avez validé et entraîné, vous faites votre test. Supposons que le test soit concluant. On propose ensuite la procédure suivante. On va remettre la base de test dans notre base de données générale et on va réutiliser exactement la même procédure de sorte que l'on en arrive à un modèle et on va ensuite supposer que, étant donné que cette procédure avait fonctionné sans la base de test était suffisamment petite pour que réintroduire la base de test dans la base de données générale aboutissent toujours à un modèle qui satisfasse les conditions du problème, mais que le modèle soit sensiblement meilleur, puisque on l'a tout simplement entraîné avec plus de données. Et donc, en utilisant cette procédure, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure de faire du mieux que l'on peut, puisqu'on utilise la totalité des données à notre disposition, pour entraîner notre modèle, tout en ne renonçant pas totalement à avoir une estimation de ses capacités, puisque on a utilisé cette procédure-là qui nous dit qu'on peut approximer les capacités de ce modèle par les capacités de ce modèle-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette procédure? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Si oui ou non, pourquoi? Et est-ce que vous voyez des problèmes? Alors, si vous deviez considérer que cette procédure, vous devez l'utiliser, comment est-ce que vous décideriez comment l'implémenter? Voilà. En gros, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Je vous écoute. Personnellement, si les propriétés du test sont équivalentes, si la distribution est équivalente, je ne vois pas de problème niveau. L'idée me paraît intéressante et plutôt judicieuse. Ok. Et niveau implémentation, comment dire, classique, je sais pas comment. Qu'est-ce que tu voulais que. Non, mais si tu ne vois pas de problème technique particulier que l'on rencontrerait lorsqu'on déploierait cette méthode, il n'y a pas de souci, c'est tout ce que j'attends. Ouais, si on suppose la distribution équivalente, ouais. Ok. D'autres avis sur la question? Ça a l'air d'être tout, donc on va partir là-dessus. Donc, je vais rebondir sur une chose que tu as dit qui me paraît intéressante. Tu as dit, si les distributions sont supposées équivalentes, alors a priori, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais te poser une question supplémentaire, on va dire. Est-ce que, d'après toi, si la distribution d'une base de données d'entraînement et la distribution d'une base de données de validation sont les mêmes, est-ce que ça veut dire qu'on ne constatera jamais d'overfitting sur la base de données d'entraînement?
Mhm. Ah non, si, hmm. Ah non, on peut avoir de l'overfitting, je pense. On est d'accord, on peut avoir de l'overfitting parce que l'overfitting peut effectivement provenir de ces cas où la distribution est différente, mais l'overfitting provient plus généralement de la finitude d'une base de données. Et par conséquent, même si les distributions sont exactement équivalentes, les éléments, les échantillons qui sont à l'intérieur des deux bases de données sont différents. Et par conséquent, la finitude de la base de données d'entraînement entraînera naturellement que si vous overfitez sur ces éléments qui sont finis, eh bien, vous pourriez avoir de l'overfitting sur la base de données d'entraînement. Il n'y a pas de souci. Et par conséquent, eh bien, l'un des problèmes qui pourrait se poser dans ce cas-là, c'est si on avait de l'overfitting dans cette deuxième partie. Ici, on pouvait le vérifier. Après, on ne pourra plus. Ce serait l'un des problèmes potentiels qui subsisterait même s'il y avait comment dire, même s'il y avait vraiment la même distribution ici et là. Alors, cela dit, il y a un autre problème qui est relativement gênant. Et j'aimerais attirer votre attention dessus. C'est un compromis qu'il y a à faire ici au niveau de la taille de la base de données de test. Si on regarde, la présupposition sur laquelle on se base d'une certaine manière, c'est que cette base de données d'entraînement-là et cette base de données d'entraînement-ci vont converger, si on utilise la même méthode, vers le même modèle plus ou moins. Et on suppose que, en l'occurrence, la qualité de ce modèle-là sera un minorant de la qualité de ce modèle-ci, puisqu'il y a plus de données. Alors ça, c'est une présupposition qui est valide si la différence entre les deux bases de données est faible. Et en l'occurrence, cette présupposition sera même d'autant plus valide que cette différence est petite. Donc, on a ici une certaine on a envie finalement d'avoir une base de données aussi petite que possible, de sorte que quand on la rajoute, eh bien, il y ait aussi peu de différence entre cette base de données-là et cette base de données-ci que possible. Mais le problème, c'est toujours la même chose. Si votre base de données est faible, ça veut dire que la variance de votre test est forte. Et par conséquent, quand on va être amené à choisir la taille de cette base de données de test, on va faire face à un problème qui est que si la base de données de test est petite, eh bien, la variance de notre procédure complète et donc de notre estimation de ce modèle par ce test, eh bien, cette variance sera forte. Alors que si la base de test est grande, le biais sera fort puisqu'on ne sera plus dans les mêmes conditions. Ça, c'est un problème qui est bien connu. Pourquoi? Parce que c'est le problème qui est la motivation pour l'utilisation de la cross-validation en général. Alors, c'est le problème qui, en tout cas, apparaît quand on considère la boucle de validation, et donc la base de données de validation, et c'est pour ça qu'on appelle ça la cross-validation. Qu'est-ce qui est bien avec la cross-validation? C'est que eh bien, vous trichez un petit peu vis-à-vis de ce compromis, dans le sens où vous allez être capable de réduire le biais tout en ne touchant pas trop à la variance. Bon, ça dépend. Pour être tout à fait honnête, c'est un champ tout à fait passionnant et aussi tout à fait compliqué du machine learning, qui est de savoir comment évolue la variance d'une cross-validation en fonction des hyperparamètres qu'on en choisit. Mais toujours est-il qu'on peut, en général, réduire le biais sans forcément que la variance n'augmente en utilisant ce genre de méthode. Et donc ici, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose, sauf qu'au lieu de le faire au niveau de la boucle de validation, on le fait au niveau de la boucle de test. Et ici, on va arriver à un problème, en fait, puisque certes, on voit qu'on a ici un compromis qu'il faut résoudre. On voit que la cross-validation est la méthode habituelle et classique pour répondre à ce genre de compromis. Mais on est à un risque qui est fort. Et comme on est à un risque qui est fort, ce qu'on veut savoir sur nos résultats, eh bien, c'est plus que seulement un indicateur de performance, c'est un indicateur de fiabilité sur cet indicateur de performance. Et cet indicateur de fiabilité vient d'une certaine connaissance de la distribution des résultats.
hein. Donc, en général, pour une cross-validation, on agrège les résultats, hein. Donc, c'est un petit peu comme si on avait un R1, un R2, un R3, un R4, à chaque fois donné par chaque fold, ici, et qu'on agrégeait tout ça pour faire une moyenne, en général, hein, c'est ce qu'on fait. Et du coup, la question qui se pose, c'est finalement, cette moyenne, est-ce que je peux en savoir plus sur cette moyenne? Est-ce que je peux avoir un indicateur de fiabilité sur cette moyenne? Et ça, autrement dit, est-ce qu'on peut faire un intervalle de confiance? Eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Bah, s'il y a trop peu de cross différents, bah, ici que 4, bah, il n'y aura pas trop de sens au intervalle de confiance. C'est intéressant que quand il y a un grand nombre de R. C'est vrai. Supposons donc que le nombre de folds soit grand. Voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas, 20 folds, voire on peut imaginer ce qu'on appelle la leave one out cross validation, dont vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à prendre autant de folds qu'il n'y a d'éléments dans la base de données totale. Et donc, par conséquent, tous vos tests constituent en un élément unique. En général, c'est un bon exemple puisque la leave one out cross validation, c'est la cross validation sur laquelle on peut donner le plus d'éléments statistiques, hein, puisque ça a des bonnes propriétés pour pas mal de procédures. Donc, plaçons-nous dans ce cas. De toute façon, ça marcherait ben, si les R ils sont bien indépendants et identiquement distribués, ben, il n'y aurait pas de problème. Et du coup, je pense que s'il y a un problème sur ça, ben, c'est par rapport à cette hypothèse-là. Effectivement, et c'est bien là que le bas blesse. C'est bien là que le bas blesse, tout simplement parce que vos RI, si on y réfléchit, en fait, ne sont pas indépendants. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à cette conclusion, hein, c'est très simple. Imaginez une K-fold cross-validation, hein. Si vous considérez le dernier fold, eh bien, ce fold est entièrement déterminé par la connaissance de tous les folds précédents. Et par conséquent, d'une certaine manière, il est très fortement corrélé, et le modèle qui va en sortir est par conséquent très fortement corrélé aux modèles qui sont sortis des folds précédents. Et par conséquent, ces RI sont dépendants les uns des autres, sont corrélés très fortement, et ce, quel que soit le nombre de folds que vous utilisez. Et c'est ça qui fait, en réalité, qu'il n'existe pas d'indicateur ou d'estimateur général de la variance d'une cross-validation. C'est un résultat qui est ressorti de la recherche. Alors, je crois que le papier original, c'est 2004, quelque chose comme ça, et qui disait, ben voilà, on peut démontrer qu'il n'y a pas d'estimateur global généralisable de la variance d'une cross-validation. Et par conséquent, eh bien, on ne peut pas non plus donner d'intervalle de confiance qui se base sur cette variance. Et en particulier, eh bien, le résultat que l'on trouve sur la variance, c'est un résultat qu'on peut étendre à la distribution de sortie, la variance en étant juste une instance particulière. Et c'est un petit peu la conclusion un petit peu de tout ça, l'endroit où je veux vous amener avec tous ces résultats, c'est que quand on combine risque fort et objectif indéfini, où donc on est amené à vouloir faire de notre mieux, eh bien, on se retrouve face à des sortes de compromis entre est-ce qu'on veut plutôt limiter le risque ou est-ce qu'on veut plutôt augmenter la probabilité qu'on ait effectivement fait du mieux qu'on peut. Hein, les méthodes qui, en général, permettent de s'assurer qu'on ait fait au mieux et qu'on ait extrait de l'information du plus d'échantillons disponibles possible, sont en général des méthodes qui sont en contradiction avec les méthodes qui nous permettent de pallier aux problèmes qui viennent avec le fait que le risque soit fort. Et donc, eh bien, finalement, c'est un problème fort épineux et c'est encore une fois la raison pour laquelle je vous souhaite de ne jamais faire face à ce genre de problème. Mais au moins, on a lancé une réflexion sur certains des enjeux qui se cachent derrière et on pourra aborder ça de manière un petit peu plus éclairée. Alors, si on récapitule un petit peu tout ça, hein, ce qu'on a dit, c'est que dans le cas où le risque était faible et l'objectif quantifiable, eh bien, le test nous donne finalement une indication sur, d'une part, si notre split entre données de test, données de validation et données d'entraînement a été correctement réalisé,
Et en plus de cela, on peut aussi savoir s'il y a eu un overfitting. On n'en dira pas plus, puisque en général, ce cas étant particulièrement simple, et en particulier simple à traiter, eh bien, on se permettra souvent de boucler sur la base de données de test. On saura qu'on le fera suffisamment peu de fois pour que le biais soit négligeable, et ça donnera peut-être lieu parfois à des résultats qui sont peu fiables, mais ce n'est pas grave puisque le risque est faible. Quand le risque devient élevé, tout d'un coup, on ne peut plus avoir recours à ce genre de méthode, et le test devient si important qu'il faut aussi disposer de mesures de fiabilité de notre test, et par conséquent, on va avoir besoin de faire preuve un petit peu plus de rigueur et d'utiliser un petit peu plus d'outils mathématiques et statistiques pour nous assurer qu'effectivement, on est bien arrivé là où on voulait. Quand l'objectif est indéfini et que le risque toujours est faible, on dispose d'un outil encore plus puissant que dans le cas où l'objectif est quantifiable, à savoir que dans certains cas, eh bien, la situation nous permet de ne pas forcément nous munir d'un test. Et ça peut permettre de largement améliorer, d'une part, la qualité de vos résultats et d'autre part, la vitesse à laquelle vous pouvez parvenir à ces résultats, tout simplement parce que ça vous permet d'obtenir une base de validation plus fiable ou une base d'entraînement plus complète. Et dans les cas où les données sont rares, qui sont malheureusement des cas fréquents, eh bien, ça peut être la différence entre un projet réussi et un projet raté. Et enfin, quand l'objectif est indéfini et le risque est élevé, eh bien, bonne chance à vous. Bon, c'était à peu près tout ça que je voulais vous exposer pour cette première présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Avant de passer aux questions, je repasse très rapidement sur le fait que je ferai probablement dans un futur plus ou moins proche, je ne sais pas, la deuxième partie de cette présentation qui se concentrera plus précisément sur la sélection de modèles et donc sur la boucle interne, à savoir la boucle de validation, autrement dit comment designer vos expériences de telle sorte à être aussi efficaces que possible dans cette boucle interne, tout en évitant cet overfitting qui, on l'a vu lors de cette présentation, nous pose tant de problèmes quand on en arrive au test. Et voilà, si cette première présentation vous a intéressé, peut-être que celle-ci vous intéressera également. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez des sources plus précises que ce qu'il y a là, n'hésitez pas à me demander sur certains points particuliers. Comme je vous l'ai dit, la plupart de ce que je vous ai raconté dans cette session, ce sont principalement des agrégats d'expériences personnelles et de questionnements personnels finalement que je vous livre. Et par conséquent, s'il peut y avoir des sources particulières sur certains points particuliers, eh bien, je ne les ai pas nécessairement en tête maintenant. Mais si vous avez des questions dessus spécifiquement, j'arriverai probablement à vous retrouver quelques sources. J'ai été particulièrement vague sur les points qui concernaient la cross-validation, puisque c'est un sujet complexe et qui n'était pas non plus l'objectif principal de cette présentation. Mais du coup, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous propose 3 threads sur Stack Exchange qui citent énormément de papiers, tout simplement parce que ce sont la plupart du temps les auteurs de ces papiers qui sont allés répondre à ces threads. Et c'est ce qui les rend particulièrement intéressants, hein. Notamment, il y en a 2 parmi ceux-là, je ne sais plus lesquels, mais il y en a 2 parmi ceux-là qui proposent tout un état de l'art de comment la connaissance des propriétés statistiques des cross-validations ont évolué au cours du temps. Donc, je vous les recommande chaudement. Et maintenant, si vous avez des questions, pour revenir un petit peu sur toute la présentation ou sur les dernières choses que j'ai dites ou quelque chose qui n'a rien à voir, vous pouvez poser des questions sur ce que vous voulez. Je vous écoute, la parole est à vous. Non, personnellement, franchement, super intéressant. C'est des notions dont on ne pense pas à l'importance souvent, je pense, dans des projets, mais où c'est d'autant plus important, surtout que, en suivant aussi un peu l'actualité, là, il y a Andrew Ng qui a fait une vidéo qui parle de lui, où il faut plus se centrer au niveau des données, et c'est ce que tu parles globalement ici. Et ce qui est d'autant plus important, je pense, aussi dans les années à venir, il faut beaucoup plus se focaliser sur ces points-là. Voilà, je pense que c'est des notions un peu sous-évaluées, voilà, où on sous-estime l'importance, mais qui sont vraiment importants dans des projets qu'on souhaite mener en IA. Donc voilà, merci franchement, c'était très propre. Oui, je suis totalement d'accord avec cette conclusion. Je trouve que si tu regardes un petit peu les différents cours en ligne qui existent, c'est un point qui est rarement abordé.
Et puis finalement, c'est un point que si tu te poses les bonnes questions, ben, au bout d'un moment, au fil des années, tu vas te dire, mais attendez, pourquoi je fais ça? Quel est le support théorique qui me permet de faire ça et de dire que ça va marcher? Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas des fois où j'ai besoin de faire plus, des fois où je pourrais me permettre de faire moins? Et c'est ce genre de réflexion générale que je voulais amener ce soir. Est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels quelqu'un d'autre voulait revenir peut-être? Et au passage, il y a juste Pauline dans les commentaires qui est partie, qui t'a remercié, qui devait partir. D'accord, merci à Voilà, elle. elle est partie il y a 5 minutes. Mhm. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Valentin. C'est vraiment intéressant et tu as mis vraiment le doigt sur un sujet dont on ne parle pas souvent, mais qui a toute son importance. Donc voilà, vraiment. Et la présentation était très, très propre aussi, très bien structurée, très claire. Donc, je t'en remercie vivement. Eh bien, je suis très content que ça vous ait plu. J'espère que ça vous laisse avec de quoi réfléchir et de quoi creuser un petit peu, parce que bon, dans ce genre de présentations qui sont tout de même pas des cours, on ne peut pas creuser les choses autant qu'elles le mériteraient dans certains cas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, l'objectif était principalement d'ouvrir des pistes de réflexion, donc je suis ravi que ça ait été le cas pour vous. En tout cas, c'était une expérience intéressante aussi de venir rencontrer un petit peu nos amis les centraliens de Lille. J'avais pas mal interagi avec les autres centrales déjà et c'était toujours des expériences intéressantes. Donc, c'est cool d'être venu un petit peu chez vous aussi. J'espère qu'on pourra renouveler ça avec d'autres présentations peut-être à l'avenir. On verra si je trouve des sujets qui vous intéressent. De toute façon, pour rappel, sur la vidéo, elle sera disponible sur le site de centralia.fr. Et donc, voilà, elle est libre d'accès par l'accord très, très gentil de Jules. Donc, voilà, donc ceux qui n'ont pas pu être là, ils vont pouvoir la regarder sur le site internet, sans problème. Tout à fait. Bon, et ben, du coup, s'il n'y a pas d'autres points à aborder, je pense qu'il nous reste à nous dire au revoir. J'espère que vous ressortirez de cette soirée avec autant de connaissances que possible. Et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement. Merci. Pas de problème. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, Jules. Merci. Pas de souci. Au revoir.